Tout pour investir. Dose d'économie. Monsieur Dose qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc le patrimoine des riches au menu de l'Assemblée nationale. Une nouvelle fois, une proposition de loi venant des écologistes qui défend la mise en place d'un nouvel impôt. De quoi s'agit-il ? Il s'appelle l'IPF, c'est l'impôt plancher sur la fortune. Il s'agit de cibler les très 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 gros patrimoines qui dépassent 100 millions d'euros. Et l'objectif, c'est de s'assurer qu'après tous les impôts préalables, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le prélèvement forfaitaire unique, l'impôt sur la fortune immobilière, même la CSG, on arrive au moins à 2% de taxation de ces patrimoines, au-delà de 100 millions d'euros. Alors ça rappelle évidemment un peu l'état d'esprit de l'ISF, sauf que la grande nouveauté et la marche supplémentaire qu'on n'avait jamais osé franchir en matière de taxation des riches, c'est d'inclure l'outil de travail, l'outil professionnel dans l'assiette de l'impôt. D'accord. Donc, mettons que, je sais pas, on voudrait imposer Elon Musk, on inclurait la valorisation boursière de Tesla, en gros. Oh, absolument. On met la valeur de l'ensemble de ce que vous possédez, y compris si tout ce que... Je vais continuer parce que je vais vous le décliner. Oui. Y compris si tout ce que vous possédez et ce que vous possédez uniquement, ça n'est que la valeur de votre entreprise. Voilà. Donc les écologistes ciblent le 0,01% des contribuables avec leur niche parlementaire et ce texte. Ils considèrent que ça va toucher 1800 foyers. Amélie de Montchalin dans les Échos aujourd'hui dit 2000 foyers concernés. Ils espèrent, avec cette proposition de loi, faire entrer une véritable fortune dans les caisses de l'État, puisque la fourchette est un peu large quand même, mais ils estiment que c'est entre 15 milliards et 25 milliards de recettes à l'année. Donc on est quand même sur des montants lourds. Et si je prends le bas de la fourchette, donc 15 milliards d'euros, eh bien ça veut dire qu'un foyer qui se retrouverait sous le coup de cette IPF devrait rajouter entre 5, 6, 7, 8 millions d'euros d'impôts supplémentaires pour payer cette taxation. Alors, c'est inspiré de la proposition qui a été faite par l'économiste franco-américain Gabriel Zucman, qui lui a plaidé au départ pour une sorte d'ISF, mais qui serait mondial, afin qu'il n'y ait pas d'optimisation possible. Oui, qu'il y ait une certaine forme d'équité. Voilà, qui serait à 2% des patrimoines, là encore, et au-dessus de 1 milliard de dollars dans la proposition au niveau mondial qu'il avait formulée. C'est passé en commission des finances la semaine dernière. D'accord. Cette IPF, cette sorte de plancher d'impôt sur la fortune, globalement, est-ce que ça a une petite chance d'être adopté? Alors, il n'est pas du tout impossible que ça passe la première lecture à l'Assemblée nationale, mais ça ne passera pas le Sénat. De toute façon, l'exécutif est farouchement opposé à cette IPF pour 3 raisons qui, objectivement, crèvent les yeux. Et 3 risques, en fait. Il pointe 3 risques. Le premier, ce serait qu'il y ait un impact négatif sur le tissu entrepreneurial, puisqu'on inclut l'outil de travail. Risque, disent-ils. Pour moi, c'est une évidence. Deuxième risque, d'atteindre un niveau de fiscalité au-delà duquel on dépasse les seuils jugés confiscatoires par la Constitution. Alors qu'on est déjà très très haut. Donc le seuil confiscatoire dans la Constitution de mémoire, c'est 66%. Et on arriverait évidemment à dépasser ce seuil-là. Et puis un risque comportemental avec la possibilité d'un exil fiscal. Oui. Oui, ça évidemment. Pour moi, ce ne sont pas des risques, ce sont des évidences. Donc dans les Échos ce matin, Amélie de Montchalin dit que c'est une mauvaise idée, cette IPF des écologistes, cette proposition de loi. Alors il est vrai que quand vous prenez le mini-sommet des plus riches, ce fameux 0,01, il est vrai qu'en proportion, ces gens qui ont une structure de revenus particulière, c'est vraiment le mini-sommet, paient en proportion moins d'impôts que ceux qui viennent juste après. Parce que ceux qui viennent juste après n'ont pas les stratégies d'évitement possibles, qui sont possibles à ces niveaux-là, où généralement la rémunération en revenus n'existe pas, c'est de la rémunération en dividendes mélogés dans des holdings personnels. Oui. Et donc l'Institut des politiques publiques a essayé de donner une photographie assez fiable du niveau d'imposition auquel sont soumis ce 0,01, on est à 26%. Et effectivement, à ce moment-là, on est à un niveau d'imposition qui est inférieur au niveau d'impôt qu'il devrait en théorie payer si la progressivité de l'impôt allait parfaitement sans aucun nuage et aucun grain de sable se poursuivait jusqu'au sommet absolu. Donc voilà. La ministre des Comptes publics, elle rappelle que le gouvernement a quand même une intention. Donc cette année, un peu dans l'urgence, on a fait la CDHR, la contribution spéciale, différentielle sur les hauts revenus, qui s'ajoute à la CEHR, celle qui avait été créée par Fillon-Sarkozy, mais elle est que pour 1 an, cette contribution sur les hauts revenus. Et après, en 2026, ils ont l'intention cette fois-ci de ne plus taper sur les revenus, mais cette fois-ci de taper effectivement sur les patrimoines avec un outil anti-optimisation. C'est un système qui ressemblera un petit peu à un impôt plancher sur la fortune, sauf qu'on n'y inclut pas l'outil de travail et que le taux préconisé
ils n'ont pas encore donné les seuils, hein, mais le taux préconisé ne serait pas de 2%, mais de 0,5%. Donc une sorte d'ISF, le retour d'ISF, on va probablement voir arriver ça en 2026. On n'a pas encore toute l'architecture. Oui, il y a juste un truc que j'arrive, mais alors vraiment pas à comprendre, mais c'est comme les statistiques et les propositions d'Oxfam, alors après, on en pense ce qu'on en veut, mais comment on fait pour introduire dans le calcul de la moindre taxe sur les ultra-riches, hein, comme on dit, l'outil de travail? Comment on fait pour intégrer les capitalisations boursières qui ne sont pas des valeurs liquidatives? Non, mais absolument. C'est infaisable. C'est un choix politique. C'est un choix politique. Il y a quelqu'un dont on a beaucoup parlé récemment, c'est Arthur Mensch. Il a 32 ans, Arthur Mensch. Oui, le patron de Mistral AI. Il a fondé Mistral AI. Donc, la pépite de l'IA française qui, d'ailleurs, donne quelques sueurs froides à ChatGPT avec son IA générative, le chat. Cette entreprise est dernière valorisation connue, parce qu'elle n'est pas cotée. Oui, c'est en private equity, voilà, en plus, c'est encore plus compliqué. Dernière valorisation, mais ça peut se valoriser. La preuve, ça avait été fait l'été dernier, on était à plus de 6 milliards d'euros de valorisation. Il est évident que du jour au lendemain, vous avez quelqu'un comme Arthur Mensch qui tombe sous le coup de l'impôt plancher sur la fortune. Sauf que ces 6 milliards d'euros, effectivement, c'est pas de l'argent liquide. Et il y a un moment, quand vous payez un impôt au fisc, vous devez avoir le cash sur votre compte en banque pour pouvoir le verser à l'administration fiscale. Donc ça veut dire qu'avec un dispositif comme celui-là, qui inclut l'outil de travail, eh bien, un entrepreneur de génie qui est en train de monter avec son entreprise se retrouve obligé de la vendre par petits bouts tous les ans pour pouvoir payer. Parce que là, j'ai fait un vague calcul, mais je vous donne pas le chiffre parce que je suis pas trop sûr de moi. Ouais. Mais en fait, il aurait des millions et des millions et des millions d'euros d'IPF à payer à cause de la valorisation de Mistral AI avec de l'argent qu'il n'a pas. Je dirais même que c'est un petit peu le problème du paysan de l'île de Ré. Il n'a pas demandé à ce que sa maison d'un seul coup décuple de valeur. De la même manière, enfin, il y a une forme. Alors, si je me fais l'avocat du diable, il y a une forme d'inéquité par rapport à l'impôt qui est établi par ce système. Donc, très probablement qu'effectivement, cette histoire n'ira pas jusqu'à son terme, mais c'est tout simplement une aberration anti-économique d'imaginer un truc comme ça. Et alors, penser qu'avec une telle fiscalité, les plus modestes se porteraient mieux derrière, c'est aussi un peu un mythe. Voilà, c'est... c'est pas en introduisant de nouveaux déséquilibres qu'on va rééquilibrer le système. Ce qui peut être entendable, c'est qu'effectivement, sur la partie revenu payé par ce 0,01%, il y a une petite dégressivité qui s'installe. Là, il y a un sujet. Mais c'est pas avec un outil comme ça qu'on va régler le problème. Non, bien sûr. Ou on peut même imaginer introduire le dividende, parce que le dividende, lui, a une vertu liquidative. Le dividende est taxé. Il est taxé au prélèvement forfaitaire. Il est taxé au prélèvement forfaitaire unique à 30% aujourd'hui. Oui, c'est la flat tax. Classique. Voilà la petite histoire du jour. Ouais, c'est chaud. Difficilement faisable. J'avais mis une idée géniale pour taxer les riches. Vous aurez compris l'idée qui est derrière. Oui, bon. On y est. Nicolas, merci.